Bonsoir et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par DxO Labs et dans lequel nous allons nous intéresser au flux de travail entre Lightroom classique et ColorFX Pro 4 en particulier. Et on verra notamment comment les deux programmes dialoguent, quelles sont les possibilités au niveau du flux de travail, notamment le flux de travail non destructif. Et puis, on verra également quelques exemples d'images et on fera le tour de ColorFX Pro pour que vous puissiez vous rendre vous rendre compte de l'utilité de ce programme donc, qui fait partie de la Nick Collection par DxO. Alors je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur indépendant, je suis également photographe et je collabore avec DxO depuis un certain nombre d'années maintenant, plus de 8 ou 9 ans. Je rédige notamment les guides utilisateurs de cet éditeur de logiciels qui est français, qui est basé près de Paris, à Boulogne-Billancourt, comme vous le savez probablement, et qui a acquis récemment, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, la Nick Collection, dont le développement continue. On en est à la version 3 actuellement. Et on va voir que effectivement cette Nick Collection qui a quand même un certain âge, on a encore beaucoup sur le pied et peut s'avérer utile à beaucoup de photographes, notamment dans le domaine créatif. Alors je vous remercie d'être avec moi ce soir et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, on va parler essentiellement de Lightroom comme de Lightroom classique comme application haute, hein, on va pas parler de DxO Photolab et on verra donc comment ça se passe avec ColorFX Pro. À propos de la compatibilité, de la prise en charge de la Nick Collection par d'autres logiciels, donc un petit mot dessus rapidement, parce que vous n'êtes pas tous forcément utilisateurs de Lightroom. Alors donc évidemment, la suite Nick fonctionne comme éditeur externe dans Lightroom classique, hein, je précise bien la version classique que vous voyez ici à l'écran et pas la version cloud. Ensuite, ça fonctionne également avec DxO Photolab qui est le phare, si vous voulez, de l'offre logicielle de DxO, donc le logiciel qui permet de traiter vos fichiers RAW, qui est également très performant, et donc qui prend en charge la Nick Collection également sous forme de plugin, sous forme d'éditeur externe. On reviendra sur cette définition un petit peu plus tard. Bien évidemment, la Nick Collection est également accessible à Photoshop ainsi que Photoshop Elements et dans la série des logiciels de retouche et d'édition de pixels, on a également la prise en charge par Affini Photo. Alors ça, c'est les logiciels qui sont officiellement supportés par DxO, c'est-à-dire que des tests ont été faits en interne pour en valider le fonctionnement, mais dans la réalité, ces plugins de la collection Unique fonctionnent également avec d'autres logiciels comme OnOne par exemple, ou Luminar, ou encore Capture One. Alors, par contre, ça n'a pas été officiellement testé par DxO, donc il peut très bien y avoir des bugs, des petites agaceries qui se produisent, tout comme ça peut marcher parfaitement. Donc si vous êtes l'utilisateur d'un de ces logiciels, je vous invite tout simplement à télécharger la version d'essai de la Nick Collection version 3, version d'essai qui est valable 30 jours, et d'essayer dans vos logiciels favoris. Alors tout à l'heure on parlait d'éditeurs externes et de plugins. Quelle est la différence? En fait, un plugin, c'est un logiciel qui va s'installer à l'intérieur d'un autre logiciel. Dans le cas de la Nick Collection avec Lightroom Classic ou encore avec DxO Photolab, ce n'est pas vraiment un plugin, même si on utilise ce terme de manière globale, de manière générale, pour faciliter la communication. Le terme plugin en fait est pas tout à fait exact d'un point de vue technique. En fait, on parlera plutôt d'éditeur externe, c'est-à-dire que les programmes qui constituent la Nick Collection restent à l'extérieur de Lightroom ou de DxO Photolab, ils ne sont pas intégrés dans le flux de travail. Ça veut dire qu'il y a un circuit de transfert de photos entre les deux,
que nous allons voir, bien entendu. Et donc, ces outils, les outils de la Nik Collection ne sont pas intégrés à l'interface de Lightroom classique, ni de DxO Photolab. Donc, on parlera plutôt d'éditeurs externes, mais on est tous d'accord pour dire que plugin est finalement beaucoup plus pratique et beaucoup plus universel à utiliser. Alors, ce qui fait aussi la caractéristique de la Nik Collection, c'est que vous ne pouvez pas y traiter de fichiers RAW. C'est-à-dire que vous allez devoir sortir du flux RAW pour pouvoir exploiter les outils de la Nik Collection et de ColorFX Pro. Et ça, c'est valable aussi bien pour Lightroom classique que pour DxO Photolab, mais également d'autres logiciels qui prendraient ou qui pourraient faire fonctionner ces plugins, ces éditeurs externes de la Nik Collection. Alors pourquoi est-ce qu'on ne reste pas dans un flux RAW? Eh bien tout simplement parce que la Nik Collection ne comporte pas de moteur RAW à proprement parler, c'est-à-dire qu'au départ on va développer ces images dans l'application hôte, donc ici Lightroom, on va faire le traitement, le développement de base. Là donc effectivement on a besoin des informations images du fichier RAW, notamment pour faire des corrections un petit peu plus pointues, notamment par exemple si vous avez du bruit, s'il faut faire des corrections optiques, si il faut réduire le bruit, corriger les hautes lumières, etc., etc. Donc là, c'est intéressant effectivement d'avoir un fichier RAW et de pouvoir profiter de toute la latitude de développement de ces fichiers. Par contre, pour la partie créative, si vous voulez, on n'a pas vraiment besoin du fichier RAW. Un fichier bitmap, c'est-à-dire JPEG, TIFF, est largement suffisant pour appliquer un rendu des effets, ce que nous allons voir ce soir. Alors la Nik Collection comporte essentiellement des outils de type créatif, donc des rendus, par exemple couleur avec ColorFX, des rendus d'appareils photo avec FX et le noir et blanc avec Silver FX. Les deux seuls éléments de la Nik Collection qui font vraiment de la correction au titre réel, au vrai titre du terme, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on intervient vraiment sur les couleurs, etc. On n'applique pas un effet esthétique, c'est Vivezza. Et on a également Define pour le traitement du bruit et aussi, j'oubliais, Sharpener Pro pour l'accentuation. Donc là, ce soir, on va rester sur du purement créatif entre guillemets. Donc voilà pour les notions importantes à retenir. Et puisque nous sommes dans Lightroom, si jamais vous n'avez jamais utilisé la Nik Collection à partir de Lightroom, il y a un certain nombre de paramètres à voir que vous ferez une fois pour toutes. Je vous montre rapidement. Donc si vous êtes sur Mac, vous allez dans le menu Lightroom classique. Et si vous êtes sur PC, vous irez dans le menu édition. Et là, vous ouvrez les préférences. Et dans les préférences, vous passez dans l'onglet édition externe comme ceci. Et là, on peut voir dans la section éditeur externe supplémentaire, là on a justement ColorFX Pro qui est affiché. Et si je clique sur le petit menu, on peut voir tous les autres éditeurs externes qui sont entre guillemets connectés à ma session de Lightroom. Donc là, on a l'ensemble des produits de la Nik Collection. Alors, lorsque vous installez la Nik Collection, en fait, la connexion avec Lightroom est entièrement automatique. Vous n'avez pas besoin d'aller ici dans cet onglet des préférences pour établir ce lien entre un élément de la suite Nik Collection et Lightroom. L'installation est automatique, on n'est plus à l'époque de Lightroom 1 et quelques où on ne pouvait avoir qu'un seul éditeur externe supplémentaire et où souvent il fallait l'installer à la main. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas avec la Nik Collection, l'installation est automatique et c'est la même chose pour Photoshop et c'est la même chose pour DxO Photolab. Ensuite, quels sont les paramètres à utiliser? Alors, il y a un certain nombre de paramètres qui sont proposés par défaut. On a un format de fichier TIFF, c'est très bien, on va le conserver. Ça permet, si vous voulez, même si on sort du flux RAW, de garder un flux de travail de la qualité la plus élevée possible. Donc, on va rester sur du format de fichier. L'espace colorimétrique, l'approche conservatrice serait d'utiliser Adobe RVB ou Profoto, mais sRVB, ça va fonctionner également. En fait, ce que vous allez confier
à la suite Nik Collection, eh bien Nik Collection va vous rendre l'image avec cet espace colorimétrique et quel que soit votre choix, vous ne verrez pas de différence de couleur entre l'application haute, c'est-à-dire Lightroom ou DxO Photolab, et ce qui sort. Je coupe, il y a du bruit. Et ce qui ressort donc de la Nik Collection, comme on le verra un petit peu après. Ensuite, la profondeur, si vous voulez conserver un flux de qualité maximale, ben, vous pouvez choisir 16 bits par composant. 16 bits par composant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque canal rouge, vert, bleu, vous aurez un nombre de nuances de niveau de luminosité qui sera de 2 puissance 16 par canal rouge vert bleu, donc c'est 65 000 et quelques nuances, tandis que si vous restez en 8 bits et c'est du 2 puissance 8, vous aurez 256 niveaux de luminosité par canal. La résolution ici, elle est purement anecdotique parce qu'on ne va pas spécifier à ce stade la taille de sortie des fichiers. Donc ici, ça n'a aucune importance. Et on va également laisser la compression sur 100. Alors pendant pas mal de temps, pendant pas mal d'années, il y avait un bug qui était passé inaperçu, qui fait que lorsqu'on choisissait la compression des fichiers TIFF, en fait, Lightroom n'en tenait pas compte et elle ne se faisait pas. Et ça a été réparé récemment lors des dernières mises à jour au printemps, si mes souvenirs sont exacts. Ensuite, ce qui est important, c'est d'enregistrer en fait en quelque sorte vos réglages ici. Donc vous voyez ici ColorFX Pro 4 est indiqué comme modifié. Donc je retourne dans mon menu des paramètres prédéfinis et là je vais tout simplement sélectionner mettre à jour le paramètre prédéfini ColorFX 4. Donc à chaque fois que vous faites une modification ici, en fait le nom va changer, le nom du paramètre prédéfini, donc de ColorFX Pro 4 ou n'importe quel éditeur externe, avec modifié entre parenthèses. Il faut simplement rafraîchir les réglages avec ce menu. Ce qui est très important aussi, c'est d'empiler avec l'original. Assurez-vous que ça soit bien coché. Alors normalement, c'est fait par défaut. En fait, ça veut dire que lorsque vous allez envoyer une image dans ColorFX Pro 4, une fois que vous aurez enregistré votre travail, cette image reviendra automatiquement dans votre catalogue Lightroom et va s'empiler avec le fichier RAW original. Donc voilà pour le paramétrage d'édition externe. Et ça, c'est donc quelque chose que vous allez faire qu'une seule fois. Ensuite, on va passer au flux de travail de base avec Lightroom classique et la suite Nik Collection. Alors, je vais prendre une image comme ceci, c'est un fichier RAW, et là, la première chose que je vais faire, évidemment, c'est de faire mes réglages de base, c'est-à-dire le développement de mon fichier RAW. Là, on va faire quelque chose d'assez rapide. Je passe dans le module développement, comme ceci. Ce que je vais pouvoir faire peut-être, c'est d'ajuster la balance des blancs, mais ici, elle me paraît correcte. Et je vais également peut-être corriger, ajuster la tonalité pour avoir un petit peu de contraste. Alors on va faire simple, on va prendre voilà la tonalité automatique qui repose sur l'intelligence artificielle dans Lightroom. Donc effectivement, ça me rehausse bien mes contrastes et mes couleurs. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, peut-être voir le recadrage. Donc sous l'histogramme, je clique sur le petit pavé. Ici, en fait, je suis chez DxO, mais je vous fais un cours Lightroom. Mais en fait, ce serait exactement la même chose dans DxO Photolab. Pensez à traiter d'abord vos images avant. Pensez à traiter vos images avant de les envoyer dans la Nik Collection. Donc là, je vais tout simplement resserrer mon cadrage. Je vais garder le format, le rapport largeur-hauteur de mon image originale, voilà, comme ceci. Je clique sur terminer. Voilà, mon image est prête et maintenant, je vais pouvoir basculer dans ColorFX Pro. Alors regardez bien, là je pars bien d'un fichier RAW, on est bien d'accord. Donc voilà le processus, donc on fait clic droit, comme ceci, sur l'image ou sur la vignette, peu importe. Et ensuite, dans le menu contextuel qui s'affiche, vous allez dans Modifier dans, et ensuite vous allez chercher ColorFX Pro 4 dans la liste ici. Donc je clique dessus,
Alors, aucun éditeur externe n'est sélectionné. Alors, je retourne. Qu'est-ce qui se passe? Petit bug de fonctionnement, désolé. Ah voilà, j'ai pas sélectionné, voilà. Pas sélectionné. Alors, il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas, désolé. C'est la première fois que ça m'arrive et en plus ça m'arrive en plein webinaire, formidable. Alors on recommence parce que ça marchait avant de venir en ligne, je recommence, ColorFX Pro. Alors là j'ai un problème, effectivement, excusez-moi, donc il va falloir que j'aille voilà, dans la Nick Collection et je sélectionne. Alors vous voyez, si jamais ça vous arrive, hein, vous voyez comment faire. Voilà, CoreFX Pro 4 modifié, blablabla. Bla, 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 bla. Ok, donc on est bon. J'espère que cette fois ça va marcher. Modifier dans. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Alors, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Enregistrer en tant que nouveau paramètre prédéfini. Alors, je vais essayer de trouver une autre solution. Voilà, créer comme ceci. Non. Alors là, j'ai un problème. Je vais quitter Lightroom classique. Désolé. Voilà. Et je vais relancer le programme. Voilà, donc je recommence. Non, toujours pas. Toujours pas. Alors attendez, ColorFX Pro sélectionné. Voilà. Mettre à jour le paramètre prédéfini, comme ceci. Ah, voilà. Voilà. Donc, je recommence. Donc, on va reprendre. Je vais reprendre à 0. Et on va faire comme si... ce sera coupé au montage, hein, je suis désolé. Alors, pour envoyer une image dans ColorFX Pro 4, donc je fais un clic droit sur mon image, modifier dans, et là, je vais aller chercher ColorFX Pro 4 comme ceci, chiment à l'eau de Javel si on veut. Et vous voyez, si je clique dessus, on voit ici ces petits pavés qui s'allument. Et quand je clique dessus, en fait, eh ben, j'ai plusieurs versions. À l'intérieur de chaque filtre, j'ai plusieurs versions de mes filtres qui s'affichent avec différents réglages. Et maintenant, si j'en choisis un, le premier normal, par exemple, donc on voit que mon image est immédiatement transformée et on voit également à droite que l'outil ou les outils qui s'affichent correspondent tout simplement à, au filtre que j'ai choisi à gauche. Vous voyez, si je vais choisir un autre type de filtre, par exemple comme Cross Balance, par exemple, vous voyez, je vais afficher la petite liste, je clique sur Show, par exemple, et là on peut voir que les outils à droite ont changé. Tout en haut, dans la barre d'outils, on a la possibilité de paramétrer l'affichage. On peut comparer l'image avant et après correction avec le bouton comparer, comme ceci. On a la possibilité de séparer l'image en deux parties, donc à gauche
avant traitement et à droite après traitement. Bien évidemment, on peut basculer la ligne de séparation et même la déplacer. Voilà, c'est plutôt pas mal hein, pour une suite qui va bientôt avoir une vingtaine d'années. Ou alors, on peut afficher les images comme ceci, donc l'aperçu côte à côte, et changer la disposition avec le bouton qui se trouve ici au centre. On a également bien entendu la possibilité de zoomer dans l'image avec un navigateur qui s'affiche et qui permet de se déplacer dans la photo. Hein. En fait, tous les plugins de la suite Nik Collection fonctionnent plus ou moins de la même manière. Donc voilà, on va choisir maintenant un traitement pour juste voir le flux de travail de base avec Lightroom. Moi, je vais revenir à mon Bleach Bypass que j'aime bien. Et vous voyez, il y a une petite étoile jaune ici à gauche qui indique tout simplement que j'ai attribué ce filtre à mes favoris. Vous voyez, si je clique sur la section favoris, je retrouve bien Bleach Bypass dans mes favoris. Je vais revenir à tout. Je vais en choisir un autre, par exemple ici brillance et chaleur. Vous voyez, je clique simplement sur l'étoile et regardez, je clique sur les favoris et je trouve Brilliance Warmth dans ma liste de favoris. On a également la possibilité de partager, d'exporter et d'importer des filtres personnalisés. Je vais vous montrer un petit peu plus tard comment créer ces filtres personnalisés. Donc voilà, donc j'ai appliqué le Bleach Bypass. Alors bien évidemment, je peux aller à droite pour faire quelques ajustements de luminosité, de saturation. Alors vous avez vu que les contrôles dépendaient du filtre qu'on a choisi, le contraste, le contraste local pour renforcer les petits détails, etc., etc. On a également la possibilité d'utiliser des points de contrôle et ça, je vous montrerai avec une autre photo. Donc là, on est sur le flux de travail de base. Je clique sur enregistrer comme ceci. Donc ColorFX Pro se ferme et vous voyez, j'ai mon fichier TIFF qui a été traité dans ColorFX qui revient dans Lightroom, qui est affiché et on peut voir en bas dans le film fixe qu'on a une pile qui a été créée automatiquement avec l'image TIFF donc qui revient de ColorFX et à droite le fichier RAW original. Alors, si maintenant je veux partir sur un autre traitement dans ColorFX Pro, toujours dans le flux de travail de base, je pourrais, alors évidemment, je pourrais prendre l'image qui revient de ColorFX, mais là, en fait, les corrections sont gravées dans le marbre. Et si jamais je repasse dans ColorFX Pro, ce qui va se passer, c'est que je vais appliquer un autre filtre sur un filtre qui a déjà été appliqué. Alors le plus simple dans ce cas-là, et si vous travaillez en mode one shot, c'est-à-dire que vous voulez juste faire un rendu une fois et passer à autre chose, eh bien, vous prenez votre image originale et vous recommencez, modifiez dans ColorFX Pro et vous faites tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Donc voilà pour le flux de travail de base, très simple. Ensuite, on va voir maintenant le flux de travail non destructif de la suite Nik Collection, donc qui a été mise en place avec le flux de travail, pardon, qui a été mis en place avec la version 3 et qui fonctionne avec Lightroom et avec DxO Photolab en passant. Alors, pour cela, on repart de notre original, donc clic droit, modifier dans, on retourne dans ColorFX Pro, on a cette fenêtre qui s'affiche de nouveau, je clique sur modifier. Donc là, Lightroom me crée un autre fichier TIFF encore. Hein, donc à chaque fois, on crée une nouvelle version. Voilà, je ramène la fenêtre de l'autre écran en mode plein écran, comme ceci. Et là, il m'applique la précédente correction, mais moi, je voudrais tout simplement essayer un autre filtre, par exemple Dark Contrast comme ceci. Alors là, ça renforce vraiment le contraste de façon exagérée. D'ailleurs, ça révèle toutes les poussières qu'on voit à peine dans l'image originale. Hein. Méfiez-vous de ça également. On va voir dans les favoris si on peut trouver quelque chose d'un peu plus soft, par exemple
Allez, on va passer plutôt dans Pro Contraste, voilà, comme ceci. Donc là, on retrouve des couleurs à peu près normales et là, on va pouvoir, appliquer par exemple un contraste, dynamique qui tient compte en fait des variations, de couleurs, des détails, dans, l'image. Et on va, tout simplement, alors je vais pousser un petit peu le réglage, hein, pour qu'on puisse voir, une différence, hein. Je vais booster un petit peu plus le contraste également, comme ceci. Et pour mon flux de travail, non destructif, eh bien, il y a une chose importante à faire au préalable, c'est, tout en bas, de ColorFX Pro, 4, vous voyez, vous avez une case à cocher qui s'appelle «Enregistrer et éditer plus tard», et entre parenthèses, on vous indique que les fichiers seront plus volumineux pour la bonne et simple raison qu'en arrière-plan, il y a un deuxième fichier TIFF qui va être créé. Donc le premier va correspondre à votre image sans les réglages et le deuxième, les images avec vos réglages dans ColorFX Pro. Alors je clique dessus comme ceci. Je clique ensuite sur enregistrer, donc enregistrement de l'image. On rebascule dans Lightroom, donc avec notre nouvelle version de la photo. Mais là, on a un flux de travail non destructif. Alors comment? Eh bien, je reprends cette image, non pas l'original cette fois, mais le TIFF qui vient de revenir de ColorFX Pro 4. Et là, je vais pouvoir changer les réglages ou même complètement les corrections que j'ai apportées à cette image. Donc, dans ce cas-là, je fais clic droit sur ce fichier TIFF, modifier dans ColorFX Pro 4. Et là, on a une fenêtre très importante qui s'affiche, que vous reconnaissez. Alors, modifier une copie avec les corrections Lightroom, non, on ne va pas générer de copie. Modifier une copie, là non plus, avec ou sans les corrections Lightroom, on ne va pas créer de copie. On veut simplement changer les réglages de l'original. Mais l'original, attention, pas le fichier RAW de départ, c'est l'original, c'est-à-dire le fichier TIFF traité en mode non destructif dans ColorFX Pro 4. Donc je clique sur modifier l'original. Donc après les réglages ici sont grisés forcément. Je clique sur modifier. Mon image va repartir dans ColorFX. Donc il va falloir que je voyage un petit peu d'un écran à l'autre, comme ceci. Voilà. Alors, on réagrandit la fenêtre. Et donc là, vous voyez, je retrouve mon filtre Pro Contraste et mes réglages. Vous vous rappelez, contraste dynamique, je l'avais poussé un petit peu, ainsi que corriger le contraste. Eh bien, je vais pouvoir reprendre mes corrections comme ceci. Vous voyez, je vais descendre contraste dynamique et tiens, pourquoi pas ajouter un autre filtre. Vous voyez, vous avez un bouton ajouter ici. Alors regardez, je clique sur ajouter, comme ceci, et ensuite je vais aller à gauche chercher un filtre qui me convienne. Alors je vais peut-être aller chercher, tiens, détail extractor par exemple. On va prendre une version euh, pas trop soutenue. Détail extrême, non, on va rester sur par défaut, comme ceci. Donc ce filtre est appliqué à l'image en plus du filtre précédent. Vous voyez, j'avais Pro Contraste ici qui était appliqué, donc avec mes petits réglages de contraste et de contraste dynamique. À cela s'ajoute maintenant Détail Extractor, et donc là, je vais pouvoir, par exemple, prendre mon curseur extracteur de détail, par exemple, et puis pousser un petit peu les réglages. Alors évidemment, j'ai mes petites poussières là qui reviennent, c'est pas bien grave, hein, c'est juste pour la démonstration. Et je vais pouvoir jouer sur le contraste, la saturation, et cetera. Je vais baisser la saturation, voilà, comme ceci. Donc j'ai tout un tas d'outils à ma disposition et cette combinaison, j'aimerais bien la conserver pour plus tard. Alors comment faire? Vous voyez, vous avez un bouton enregistrer ici. Je clique sur enregistrer et là, je vais saisir un nom facile à se rappeler. Donc je vais tout simplement appeler ça Pro Contraste. On va faire simple, hein, plus détail. Voilà. Je clique sur OK et dans la section combinaison, ici, vous voyez, j'ai mon
mon réglage, ma recette enregistrée, personnalisée qui apparaît et avec un certain nombre d'options quand je promène la souris sur la vignette. Vous voyez, j'ai une croix ici pour supprimer cette combinaison. J'ai un bouton pour exporter la combinaison pour la partager avec quelqu'un d'autre. Et si jamais je change mes réglages, vous voyez, par exemple, je vais réduire l'extracteur de détails. Hein, finalement, je trouve que c'est un peu trop. Vous voyez, je retourne dans ma vignette, je clique sur ce bouton ici, ça va tout simplement remplacer la combinaison par cette nouvelle version. Voilà, tout simplement. Et pour l'historique, je vous montre quand même comment ça fonctionne. Vous voyez, tout ce qui a été fait ici est listé dans la section historique. Donc, si je vais à l'état initial de mon image, le contraste dynamique qui a été ajouté, l'extracteur de détails qui a été boosté, et puis avec les petites poussières qui apparaissent, et puis finalement, non, j'ai réduit mon extracteur de détails pour atténuer les défauts de l'image. Donc voilà la souplesse de fonctionnement, mais on est toujours dans notre flux non destructif. Vous voyez, j'ai ma case enregistrer, éditer plus tard qui est toujours cochée. Je clique sur enregistrer et mon image va revenir modifiée donc dans Lightroom, ou si vous travaillez avec DxO Photolab, ça va fonctionner également de cette manière et je peux faire des allers-retours à l'infini comme ceci. Alors pour les informations concernant l'image, on va voir le poids du fichier. Non, je les ai pas là. On passe vite dans le module bibliothèque et on va voir ici qu'on a un fichier qui est vraiment volumineux, vous voyez, qui fait 160 mégaoctets contre mon premier TIFF, rappelez-vous, qui lui n'en fait que 80. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué au départ, en mode non destructif, la suite Nik Collection va tout simplement créer en fait deux fichiers TIFF, l'un avec les réglages et l'autre sans les réglages. Donc ça va doubler forcément le volume. Donc on a vu un flux de travail non destructif donc avec la suite Nik Collection. Alors à partir de Lightroom, on a une autre possibilité, c'est de passer par Photoshop pour accéder à la Nik Collection. Et là, on va pouvoir utiliser les objets et les filtres dynamiques de Photoshop. Donc la suite Nik Collection est parfaitement compatible. C'est un flux de travail non destructif qui est beaucoup plus complexe, qui permet également pas mal de souplesse d'utilisation, mais ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Donc, on va retourner dans ColorFX avec une autre photo. J'aimerais bien prendre d'autres exemples, d'autres outils. Alors, je vais choisir une autre photo. Voilà, je voulais vous montrer celle-ci. Donc, voilà, pardon, clic droit, modifier dans. Donc une photo que j'ai utilisée il y a pratiquement un an également pour les webinaires. Ici, le temps passe. Alors modifier dans ColorFX, voilà. Donc on retrouve notre fenêtre, notre boîte de dialogue. Je clique sur modifier, j'ai pas de changement à faire au niveau du fichier. Ensuite, je vais aller chercher ma fenêtre de ColorFX Pro, voilà, comme ceci. Voilà, on va passer en mode plein écran, c'est beaucoup plus agréable. Et là, on va aller chercher un autre filtre qui s'appelle Dynamic Skin Softener. Donc, vous voyez, je vais le chercher ici à gauche. C'est tout simplement un filtre qui permet d'adoucir la peau. Et il en existe plusieurs versions. Donc, par défaut, sur toute l'image, ou alors un adoucissement vraiment soutenu. Vous voyez, si je clique dessus et je zoome dans l'image, elle apparaîtra beaucoup moins nette qu'avec. Alors attendez, on va juste voir cet exemple. Voilà, l'adoucissement, et on va voir la version par défaut. Hein, on voit pas trop de différence. Et maintenant, on va voir toute l'image. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une grosse différence. Alors, on va revenir à par défaut. Donc, comme j'ai choisi Skin
j'ai mon outil qui s'affiche à droite avec un certain nombre de curseurs, une pipette qui va me permettre d'ajuster la couleur de la peau, par exemple. Hein. Vous voyez, je clique sur la pipette et je vais prélever la teinte de la peau ici. Voilà, et à partir de là, je vais pouvoir retravailler la couleur de ma peau, notamment avec ce curseur de tolérance des couleurs. Donc on voit que on agit en fait sur cette teinte en particulier. Vous voyez, je peux changer de teinte. Je clique ici sur le bras, donc on voit le prélèvement ici dans le petit pavé qui change. Et donc là, je vais pouvoir affiner vraiment la teinte, les couleurs de la peau. Et puis je peux également effectivement ajuster les petits détails de peau, etc., pour les rendre moins perceptibles, pour avoir une peau bien lisse. Alors attention, hein, quand vous travaillez sur des portraits comme ça, il faut éviter vraiment de pousser les curseurs. Mais ce que je voulais vous montrer, et on en avait parlé au début du webinaire, c'est à quoi peuvent servir des points de contrôle dans un outil qui se veut essentiellement créatif. Alors, bah, écoutez, c'est très simple. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur toute l'image comme ceci. Donc, on voit que toute l'image est floue. Et regardez, maintenant, je vais prendre un point de contrôle, mais un point de contrôle négatif. Hein. Donc, je clique sur le bouton moins ici, comme ceci, et je vais le poser sur le visage. Et vous voyez, il y a un changement là. Regardez, je vais juste agrandir le rayon d'efficacité de mon point de contrôle et je vais zoomer dans la photo. Vous allez comprendre. Donc vous voyez ici, c'est bien net avec le point de contrôle. Et regardez maintenant, j'ai mon opacité ici qui est réglée à 0%. Et regardez, si j'augmente l'opacité, en fait, je réintroduis progressivement l'effet de flou éthéré dans l'image. Vous voyez, donc en fait, mon point de contrôle ici, quand il est réglé à 0%, il protège tout simplement cette partie de l'image de toute correction que je pourrais faire à côté. Vous voyez, donc si je réduis par exemple la taille du rayon d'efficacité, là je protège uniquement le visage du reste de la correction. Donc ici c'est un flou qui est appliqué partout dans l'image, sauf sur le visage. Donc voilà à quoi peut servir un point de contrôle dans un outil créatif comme celui-ci. Et évidemment, vous pouvez au contraire ajouter de l'effet en utilisant un point de contrôle standard, donc le point de contrôle en cliquant sur le bouton plus et qui lui va appliquer le réglage avec une opacité à 100%, donc le maximum de réglage. Donc on va en créer un. Je vais me placer par exemple ici, voilà, sur le ventre, comme ceci. Et là, on voit qu'on cumule, en fait, on cumule un effet de flou. Regardez au niveau de la main, je vais zoomer dans la main. Voilà, je vais aller chercher mon petit point de contrôle, voilà, qui est ici. Voilà, je déplace. Alors les réglages sont très exagérés, hein, bien sûr, hein, mais regardez, là je réduis l'opacité et vous voyez, mon image redevient plus nette. Voilà, et là, j'applique, en fait, c'est le principe inverse du point de contrôle de protection. Et là, avec l'opacité au maximum, j'applique le maximum d'effet à cet endroit. Alors, je vais supprimer le point de contrôle comme ceci. Donc, voilà comment vous pouvez jongler entre les filtres qui sont les très nombreux filtres qui sont à votre disposition, les différents outils qui s'affichent automatiquement à droite avec la possibilité d'ajouter un autre filtre et de cumuler plusieurs filtres. Et bien évidemment, vous pouvez enregistrer ces combinaisons tout simplement en cliquant ici sur le bouton enregistrer. Donc voilà comment fonctionne ColorFX Pro 4 d'une manière générale, ainsi que les autres plugins équivalents comme SilverFX Pro pour le noir et blanc ou AnalogFX Pro pour appliquer des simulations d'appareils photo. Donc voilà pour ColorFX Pro. On est toujours en mode non destructif. Vous voyez, je clique sur enregistrer et je vais revenir dans Lightroom pour
voir donc le résultat. Et comme je suis en mode non destructif et que finalement le résultat ne me convient pas trop, eh ben, je refais clic droit et je retourne dans Color FX Pro pour reprendre mon réglage. Donc pour résumer, vous avez deux modes de fonctionnement avec Color FX Pro 4 à partir de Lightroom et éventuellement de DxO Photolab. C'est que soit vous faites du one shot, c'est-à-dire que vous allez dans Color FX Pro, vous appliquez vos effets, vous enregistrez. Si vous voulez une autre version de l'image, vous repartez du fichier RAW original et vous recréez un nouveau TIFF dans Color FX Pro 4, vous appliquez vos corrections et ainsi de suite. Et vous vous retrouvez avec 2, 3, 4, 5 versions de la même image, mais avec des traitements différents. Et sinon, vous avez le traitement non destructif, c'est-à-dire que vous utilisez toujours le même fichier TIFF, et là, vous pouvez aller et revenir dans Color FX Pro en fonction de votre humeur, en fonction de vos envies, pour reprendre les corrections et les effets que vous y avez appliqués. Donc voilà pour le fonctionnement de Color FX Pro 4 avec Lightroom, avec quelques petites astuces, j'espère, qui vous serviront par la suite. Hein. Donc un petit récapitulatif, hein. N'oubliez pas de paramétrer les préférences pour, notamment au niveau du format de fichier. Et ensuite, tout roule. Vous pouvez travailler immédiatement. Vous n'avez pas besoin de redémarrer. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le programme pour pouvoir travailler directement avec la suite Nik Collection. Alors, avant de passer à la session de questions qui va suivre donc cette présentation, quelques petites informations. Les prochains webinaires auront lieu le 29 septembre. Alors, on va rester sur la Nik Collection. C'est préparer les images avant d'aller dans la Nik Collection. Donc, comment on traite les images, comment on les prépare avec, ça peut être avec DxO Photolab, ça peut être avec Lightroom. Et donc là, on reverra un petit peu les flux de travail. On fera une petite révision dessus. Alors ça, c'est le 29 septembre. Le 15 octobre, on verra plus particulièrement les flux de travail de la Nik Collection, flux de travail non destructif avec Lightroom et comment le faire dans Photoshop. Donc, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui et on pèsera le pour et le contre d'utiliser Lightroom ou Photoshop comme logiciel hôte, comme programme hôte pour la suite Nik Collection. Et je vous invite à réserver votre journée du 28 octobre. Alors, on n'y est pas encore. Le 28 octobre, réservez votre journée, votre soirée, save the date, comme on dit, pour une surprise. Et je ne m'étendrai pas plus là-dessus ce soir. Ensuite, je voudrais également vous rappeler que la Nik Collection fait l'objet d'une promotion de 30% sur la licence qui est à 99 € au lieu de 149 et ça c'est jusqu'au 20 septembre. Alors je vous invite à aller voir sur le site de DxO. Alors je sais qu'il existe une version gratuite, une ancienne version, mais c'est une ancienne version qui n'a pas tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, qui est buggé, qui n'a pas été maintenu pendant de nombreuses années. Donc la version payante proposée par DxO, vous savez ce que vous achetez et vous savez qu'il y a un suivi derrière. Et de toute façon, je vous invite, si vous ne connaissez pas la Nik Collection by DxO, de télécharger la version d'essai qui va fonctionner sans restriction pendant 30 jours. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et notez que cet enregistrement sera visible sur le site de la DxO Academy dans quelques jours. Merci et bonne soirée.